8 mars 1944. Base aérienne de Woodbridge, Suffolk, Angleterre. 14h37. Le lieutenant Michael Reynolds, jumelles collées au visage, se tient dans la tour de contrôle et observe un bombardier B-17 Flying Fortress endommagé se diriger péniblement vers la piste de secours. Des traînées de fumée s'échappant de deux moteurs. Le train d'atterrissage est incliné de façon improbable. Au nœud principal est réduit à lambeaux par des éclats de ça au-dessus de brume. Reynolds a déjà vu qu'à ces 4 derniers mois, il a vu son 84 bombardiers endommagés tentés d'atterrir à Woodbridge. 17 d'entre eux n'en sont jamais repartis, mais quelque chose dans cette approche les glace d'effroi. Le bombardier arrive à toute vitesse, beaucoup trop vite. La vitesse d'approche standard pour un Flying Fortress est de 177 km. Celui-ci semble filer à 233, peut-être à 241 km, et il ne descend pas selon la trajectoire de descente normale. Il arrive à plate, presque à l'horizontale, comme si le pilote comptait traverser la piste en ligne droite au lieu d'y atterrir. Reynolds saisit le combine radio. Forteresse en approche. Vous allez beaucoup trop vite. Redressez la tête et remettez les gaz. Aucune réponse. Le B-17 franchit les seuils de piste à une vitesse qui semble atteindre 250 km/h. Tous les réflexes développés par Reynolds au cours de 2 années d'opération d'urgence lui croyant que ce bombardier sur le pont de se retourne sur lui-même dans un bruit de feu. Il cherche déjà le bouton d'alerte et de crash. Au lieu de cela, à 6 mètres du tarmac, le pilote fait quelque chose que Reynolds n'a jamais vu de toute sa carrière. Il réduit les 4 manettes de gaz au ralenti, plaque le manche contre sa poitrine, provoquant délibérément le décrochage. Du bombardier de 6 tombe à quelques secondes du toucher de ruse. Le B-17 chute comme une pierre. L'avertisseur de décrochage hurle. Les hélices sont de battre. L'appareil entier s'écrase sur la piste dans un bruit semblable à une explosion contrôlée. Le train d'atterrissage absorbe le choc. Le bombardier rebondit une fois, se stabilise, puis s'immobilise à moins de 600 mètres. Reynolds baisse ses jumelles, ses mains tremblantes. Ce qu'il vient de voir, ce que tous les contrôleurs aériens d'Angleterre appelleront bientôt l'atterrissage, avec décrochage, moteur-coupe, sauvera des centaines d'avions et des milliers de vies au cours des 15 mois suivants. Mais d'abord, un pilote devra convaincre l'ensemble des forces aériennes de l'armée américaine que faire décrocher délibérément un bombardier en approche finale n'est pas un souci. C'est une question de survie. Ce qu'il ignorait, c'est que cette technique deviendra la procédure d'urgence la plus controversée et la plus efficace de toute la guerre. Début 1944, la campagne de bombardement stratégique sur l'Europe occupée par les nazis atteignit une ampleur sans précédent dans l'histoire militaire. La 8e Air Force américaine a elle seule déployé plus de 1000 bombardiers lors pour des missions uniques. Chaque appareil transportait des hommes et jusqu'à 3600 kg d'explosifs au cours du Troisième Reich. Le coût humain et matériel était exorbitant. Entre janvier et mai 1944, la 8e Air Force perdit plus de 800 bombardiers B-17 Flying Fortress et B-24 Liberator, victimes des combats ennemis. Le 14 octobre 1943, jour qui allait devenir le jeudi noir, 291 milliards 17 attaqueront les usines de roulement habiles de Schweinfurt, en Allemagne. 60 bombardiers furent abattus. 17 autres furent endommagés irrémédiablement. Plus de 600 aviateurs furent tués, blessés ou faits prisonniers. Cela représentait un taux de perte de 26% pour une seule mission. Mais ces pertes catastrophiques ne représentaient qu'une partie du problème. Pour chaque bombardier abattu au-dessus de l'Allemagne, 2 ou 3 autres rentrant en Angleterre si gravement endommagés que les procédures d'atterrissage conventionnelles devenaient des paris périlleux. Le B-17 Flying Fortress était un chef-d'œuvre d'ingénierie. Propulsé par 4 moteurs Radio Wright à une Dixie 125 long de 12 200 chevaux. Il pouvait transporter 3 hommes, 2720 kg, de bombes et de mitrailleuses de calibre 1350 sur des cibles situées à plus de 1000 mètres. Son surnom, la forteresse volante, reflétait ses réelles capacités défensives. Les bombardiers pouvaient encasser des dégâts considérables et continuer à voler. Mais l'atterrissage d'un B-17 endommagé exigeait autant de précision que de chance.
La procédure d'atterrissage standard nécessitait une longue approche stable à 170 km suivie d'un arrondi et d'un toucher de roue environ 145 km. Le train d'atterrissage devait comporter une pression hydraulique adéquate, des phases fonctionnelles et des pneus intacts. Les dommages de combat réduits en toutes ces conditions. Des bombardiers revenaient avec des conduites hydrauliques sectionnées, laissant des trains d'atterrissage qui se déployaient de manière asymétrique, voire pas du tout. Ils revenaient avec des freins détruits, des pneus lacérés par des éclats d'obus, des gouvernes endommagées ou complètement arrachées. Certaines rentraient avec des sections entières d'ailleurs de cuir hachis, leur aérodynamisme est fondamentalement compromis. Les pistes d'atterrissage d'urgence en Angleterre, à RAF Woodbridge, à RAF Manston et RAF Carnaby, furent construites spécifiquement pour accueillir les bombardiers endommagés. La piste principale de Woodbridge s'étendait sur 2743 mètres en 9000 pieds, soit 3 fois plus que la plupart des bassins opérationnels de bombardiers. Mais la longueur sol ne résolvait pas le problème fondamental. Lorsqu'un pilote amenait un but d'accepter un dommage en suivant les procédures standards, la longue approche et l'arrondi exigeaient une grande précision de pilotage. En cas de défaillance du système hydraulique, de ratés des moteurs ou d'endommagement des gouvernes, cette précision devenait impossible. Les pilotes luttaient contre l'appareil tout au long de la descente, tentant de maintenir 177 km 70 000 par heure et d'une vitesse de descente stable tandis que le bombardier régissait. Les conséquences étaient imprévisibles et catastrophiques. Les bombardiers décrochaient à 15 mètres 50 pieds d'altitude et s'écrasaient au sol. Ils s'atterrissaient brutalement. Leur train d'atterrissage s'affaissait et ils dérapaient hors de la piste dans une gerbe d'étincelles. Ils touchaient le sol trop vite, ne pouvaient s'arrêter et finissaient leur course dans les champs ou contre des obstacles. Entre novembre 1943 et février 1944, la seule base de la RAF de Woodbridge enregistra 17 accidents à l'atterrissage ayant entraîné à perte totale des appareils et la mort des équipages. Les médecins ont poussé les pistes d'urgence d'équivalent la situation avec effort. Des équipages ayant survécu à des missions au-dessous de l'Allemagne paieraient lors des accidents à l'atterrissage sur leurs propres bases, ou sur des terrains d'urgence. Des hommes ayant survécu aux bombardements antiaériens et aux attaques de chasseurs mourant parce que leurs appareils endommagés étaient incapables d'effectuer l'approche précise et contrôle exigé par les procédures standards. Le règlement de vol de l'Army Air Force était clair. Les vitesses et les procédures d'approche standard existaient pour de bonnes raisons. Elles constituaient la méthode la plus sûre pour atterrir avec un biceps dans des conditions normales. Tout écart par rapport à ces procédures exposées à une école martiale ou à une immobilisation au sol. Ce que le règlement ne prévoyait pas, c'est qu'en 1944, les conditions normales n'existaient plus. Il fallait prouver que le règlement lui-même, ses procédures conquises pour sauver des vies, tuaient les équipages. Et pour ce faire, il fallait un pilote prêt à tout risquer sur une technique qui, au jeu de tout, ressemblait à un suicide délibéré. Le capitaine Howard Slimbury n'était pas un pilote d'essai, il n'était pas ingénieur aéronautique. Il n'avait aucun diplôme en sciences aéronautiques, aucune formation avancée aux procédures de vol expérimentales, aucune qualification qui aurait pu laisser penser qu'il était apte à révolutionner la doctrine d'atterrissage d'urgence. Il était simplement un pilote de chasse de 26 ans, membre du 388 du groupe de bombardement, basé à la RAF Ketechard dans le Suffolk. En février 1944, il avait déjà effectué 18 missions au-dessus de l'Allemagne, Hambourg, Brunswick, Francfort et Berlin. Il avait vu des camarades mourir sous les tirs de 7600 mètres d'altitude. Il avait vu des bombardiers exploser lors de collisions en vol. Il avait amené à bon port des appareils endommagés, moteurs en feu et liquide hydraulique s'échappant derrière lui. Mais de plus en plus, ce qui le frappait, ce n'était pas ce qui se passait au-dessus de la cible, mais ce qui se passait après leur retour. Il voyait des bombardiers endommagés s'écraser lors de tentatives d'atterrissage sur leurs bases. Le schéma était indéniable. Les équipages qui avaient survécu à la mission et avaient amené leurs appareils endommagés au-dessus de la mer du Nord étaient parvenus à regagner l'Angleterre. Ils sont morts parce que les procédures d'atterrissage standard exigeaient une maîtrise du pilotage que les bombardiers endommagés ne pouvaient assurer. Il avait une théorie. Et si le problème venait de la longue approche contrôlée,
Ici le maintien des 177 km et l'arrondi en dessous imposant des contraintes impossibles à supporter à un appareil endommagé. Et s'il existait un moyen de poser le bombardier plus rapidement, réduisant ainsi les risques de panne des systèmes et la nécessité de commandes précises. L'idée s'est concrétisée lors d'une conversation avec son mécanicien de bord fin février. Il discuta d'un atterrissage d'urgence à Colby avec assist, un bidixep dont le système hydraulique était endommagé et qui avait rebondi à plusieurs reprises au toucher des fuses. Chaque impact aggravait les dégâts jusqu'à ce que le train d'atterrissage série que l'appareil faisait détonne hors de la piste. 3 membres d'équipage en péri. Le mécanicien explique que les rebonds étaient dus au fait que l'avion avait encore la vitesse au moment du contact avec la piste, et s'il n'en avait pas, a demandé. Le mécanicien la regarde comme s'il était fou. Alors s'il tomberait. Exactement. Le 23 février 1944, Bouy fit une amende inhabituelle à son commandant d'escadrille, le lieutenant-colonel William Creer. Il souhaitait effectuer un vol d'essai pour s'entraîner aux procédures d'atterrissage d'urgence dans un environnement contrôle. Creer, qui avait perdu 7 avions et subi 7 accidents d'atterrissage au cours des 3 derniers mois, donna son accord, puis décolla à bord du bidixep du numéro de série 4 230 et 1983, un bombardier ose par la guerre et les guerres l'entraînement pas prêts à avoir été endommagé au combat et rendu inapte aux missions opérationnelles. Il monta à 1500 mètres au-dessus de la campagne anglaise. Puis, il fit ce que tous les règlements, tous les manuels d'entraînement, tous les instructeurs de l'armée de l'air lui avaient appris à ne jamais faire. Il fit délibérément décrocher les bombardiers à la poche. Les 45 minutes suivantes allaient à son génie lui coûter la vie. Il ignorait qu'à moins de 3 mois, sa technique serait intégrée aux procédures d'urgence officielles de l'armée de l'air et qu'elle réduirait de 60% la mortalité des équipages lors des atterrissages d'urgence. Première tentative. L'avion fut configuré pour l'atterrissage. Train d'atterrissage sorti, volets complètement déployés, moteurs réduits. Il établit une approche normale et 177 km. Puis, à 60 mètres d'altitude, il réduisit les gaz au ralenti et tira sur le manche, provoquant délibérément le décrochage du bombardier. Le bidixep chuta brutalement. L'avertisseur de décrochage hurla. Le manche devient monstrueusement. L'altimètre indiquait une perte de 244 mètres par minute. À 30 mètres, Bouy poussa les gaz à fond, tiqua du nez et parvint à se redresser. Son corps battait la chamade. Son copilote, le lieutenant James Kirkland, était crispé et silencieux. Encore, dit puis deuxième tentative. Même configuration, mais cette fois, on atteint 30 mètres pour décrocher. Le bombardier piqua violemment. Le redressement fut presque impossible. Trop haute. Troisième tentative 15 mètres de mieux, mais encore trop d'altitude à perdre. Quatrième tentative 9 mètres. Le bombardier décrocha, piqua du nez et Bouy se rétablit à seulement 3 mètres du sol. Ouf! Cinquième tentative. Cette fois, Bouy modifia les paramètres. Il fit atterrir le B-7225 km, soit 50 km de plus que la procédure standard. Il maintint la puissance au maximum jusqu'au dernier moment. À 6 mètres du ciel de piste, il réduisit simultanément les 4 manettes des gaz au ralenti et tira les manches à fond. Le nez du bombardier se cabra brusquement. La vitesse chuta instantanément. L'avertisseur de décrochage retentit. Les ailes s'immobilisèrent et le biceps se posa à l'horizontale sur la piste. Le train d'atterrissage amortit le choc. Le bombardier rebondit légèrement, se stabilisa et roula au haut de la piste. Grâce aux freins, ils s'arrêtèrent en moins de 600 mètres. Kirkland le fixa du regard. C'est soit la chose la plus folle que j'ai jamais vue, soit la plus intelligente. Voyons voir, dit Bouy. Durant les 3 jours suivants, Bouy s'exerça à la technique à maintes reprises. Il en affina les paramètres. La vitesse d'approche optimale se situait entre 217 et 233 km, assez rapide pour conserver le contrôle, mais pas trop pour éviter une chute brutale après le décrochage. Le moment critique était la réduction des gaz. Les 4 moteurs devaient introduire simultanément, sans quoi la poussée asymétrique risquait de faire pivoter le nez de l'appareil. La traction sur le manche devait être franchie. Un arrondi ne suffisait pas à faire décrocher l'avion assez rapidement. La technique fonctionnait car elle éliminait les facteurs qui causaient la perte des bombardiers endommagés. Il n'y avait pas de longues scintillantes
qui laissait aux systèmes endommagés le temps de tomber complètement en panne. Il n'y avait pas d'arrondissement des manœuvres précises. Il n'y avait pas d'atterrissage en vol susceptible de provoquer un rebond. Les bombardiers chutaient simplement des 6 derniers mètres en décrochage contrôle et percutaient la piste avec une force suffisante pour rester au sol. Le 28 février, Bowie fit la démonstration de la technique au lieutenant-colonel Greer. Greer observa depuis la tour de contrôle Bowie qui, à 233 km, franchit le site de piste à toute vitesse avec son biceps, le fit décrocher délibérément et le laissa tomber sur la piste avec un impact qui fit trembler le sol. Greer resta silencieux un long moment, puis il dit « Recommence, et cette fois, je viens avec toi. » Tous les pilotes présents dans la salle de contrôle pensèrent que Bowie venait de se faire arrêter. Ils qualifièrent la technique de suicidaire. Ils affirmeront qu'elle était totalement illégale. L'opposition de l'armée de l'air américaine à la technique de Bowie n'était pas un entêtement bureaucratique. Elle reposait sur des principes aéronautiques solides et d'une dure expérience. Le décrochage d'un avion près du sol était la cause la plus fréquente d'accidents mortels en aviation. Tous les pilotes l'apprenaient lors de leur formation initiale. Les occasions étaient simples et implacables. Lorsqu'un avion décrochait, il perdait la portance. Les ailes ne génèrent plus suffisamment de force pour supporter son poids. L'avion chute. En altitude, un pilote a le temps de reprendre le contrôle, piquer du nez, augmenter sa vitesse et retrouver de la portance. À 6 mètres au-dessus de la piste, il n'y a pas de seconde. Il n'y a que l'impact. Les caractéristiques du décrochage du Bidixept rendaient la situation encore plus dangereuse. La forteresse volante ne décrochait pas proprement. Elle s'écrasait. L'ennemi piquait brutalement. Une aile tombait généralement avant l'autre. L'appareil perdait entre 60 et 120 mètres d'altitude avant que le pilote ne puisse reprendre le contrôle. Les manuels de formation avertissaient explicitement les pilotes de ne jamais laisser la vitesse chuter en dessous des marges de sécurité pendant l'approche et l'atterrissage. Les instructeurs des bassins d'entraînement du B-17 United Astronomics Texas au Nouveau-Mexique et au Kansas répétaient sans relâcher les procédures standards, maintenir 177 km à l'approche, commencer à l'arrondi à 6 mètres, réduire la puissance progressivement et laisser l'appareil se poser sur la piste avec une vitesse de synchronisation minimale. Tout écart par rapport à ces procédures était immédiatement corrigé et consigné. Les récidivistes étaient exclus de la formation. La logique était implacable. Si les pilotes apprenaient des procédures non standards, ils les utiliseraient systématiquement. Et s'ils les utilisaient systématiquement, les accidents se multiplieraient. Il valait mieux perdre occasionnellement des avions indommables et des équipages expérimentés que de former des milliers de pilotes à des techniques qui leur seraient fatales en opérations normales. Mais la seconde démonstration convainquit Greer. Le 5e mars 1944, Bowie recoute l'autorisation d'effectuer des vols de démonstration pour les officiers supérieurs et les pilotes instructeurs. La demande remonta la hiérarchie jusqu'au quartier général du fuite et commandement des bombardements. Le scepticisme était général. La salle de briefing du quartier général du commandement des bombardements était bondée le 12 mars 1944. Bowie se tenait devant 23 commandants de groupe, officiers des opérations et d'inspecteurs de sécurité de l'armée de l'air. La plupart avaient les bras croisés. Le colonel James Wilson, chef de la sécurité de vol, prit la parole en première. « Capitaine Bowie, vous nous demandez d'autoriser une procédure qui enfreint tous les règlements. Vous nous demandez d'apprendre aux pilotes à faire décrocher délibérément leur avion à 6 mètres au-dessus de la piste. Comprenez-vous ce que vous proposez? Oui, monsieur. Si nous autorisons cela et que les pilotes commencent à l'utiliser systématiquement, le nombre d'accidents mortels va exploser. On tuera plus d'hommes à l'entraînement qu'on en sauvera au combat. Puis-je répondre, monsieur? Allez-y. Cette technique n'est pas destinée au usage courant, monsieur. Elle est strictement réservée aux situations d'urgence, aux aéronefs présentant des pannes hydrauliques, des dommages au gouvernement des moteurs multipliés ou des dysfonctionnements du train d'atterrissage. Pour les aéronefs répondant à ces critères, les procédures actuelles entraînent déjà un taux de mortalité de 23% parmi les équipages. La technique de décrochage moteur coupé peut réduire ce taux à moins de 10%. Ce qui est donné ces bassandels. Ce temps est une démonstration réussie au cours des 2 dernières semaines, monsieur, 0 échec, aucun dommage à l'aéronef et sur le fait que les procédures standards exigeant contrôle continu pendant 60 à 90 secondes entre l'approche finale et l'atterrissage.
Le décrochage moteur coupe réduit cette période critique à 15 secondes. Pour un bombardier d'hommage, c'est la différence entre la survie et l'échec. La salle explose à décoller. C'est de la folie. Vous allez tuer des pilotes. Cela viole les principes fondamentaux de la sécurité aérienne. Soudain, une voix perca les choses. C'était le général de brigade Frederick Hassler, commandant de la 4e escadre de bombardement. Il avait perdu 11 bombardiers lors d'accidents à l'atterrissage au cours des 4 derniers mois. Je visionne la démonstration du capitaine Bouy. Je parle avec son commandant d'escadron et je vais vous mettre en pratique cette technique personnellement. Messieurs, nos procédures actuelles sont optimisées pour les appareils intacts. Le capitaine Bouy a mis au point une procédure optimisée pour les conditions réelles auxquelles nos équipages sont confrontés à leur retour du combat. J'ai proposé que nous autorisions l'utilisation d'urgence de cette technique sur des terrains d'aviation d'urgence désignés, moyennant des protocoles et formations appropriés. Un silence de mort s'installa dans la salle. Le colonel Wilson fixa Castle public. Il déclara ensuite « Je veux 50 autres démonstrations concurrentes. Je veux des protocoles et formations écrites. Je veux des restrictions clairement définies. Et si je constate un seul accident mortel imputable à une mauvaise utilisation de cette technique, elle sera immédiatement abandonnée. » Le 19 mars 1944, le HIT et commandement de bombardement publia l'ordre technique index 123. Procédures d'atterrissage d'urgence pour les bombardiers bicept endommagés au combat. L'atterrissage en décrochage moteur coupe fut officiellement autorisé pour les urgences sur les aérodromes designs. 3 jours plus tard, en bidicept, dont les 2 muses du train d'atterrissage principal avaient été clés et dont le système hydraulique était défaillant, utilisa cette technique à la base aérienne de Woodbridge. L'appareil atterrit avec succès. L'équipage s'en sortit indemne. Ce fut le premier d'une longue série. Si vous appréciez cette histoire méconnue, abonnez-vous dès maintenant. Nous mettons en lumière les véritables héros de Vitikits, dont les innovations ont sauvé des milliers de vies, mais sont tombées en oubli. N'hésitez pas à laisser un commentaire. D'où regardez-vous cette vidéo? Avez-vous déjà entendu parler de la technique d'atterrissage en décrochage motocoupe avant de le visionner? Cette technique a fonctionné car elle a fondamentalement redéfini la notion d'atterrissage d'urgence réussie. Les procédures traditionnelles privilégient la douceur et le contrôle. La technique des buoys, quant à elle, privilégiait l'atterrissage avant toute panne catastrophique. Une analyse technique menée par les pilotes d'essai en avril 1944 a révélé les raisons de l'efficacité de cette technique pour les appareils endommagés. Une approche d'atterrissage conventionnelle exigeait un contrôle continu pendant 60 et 90 secondes de l'approche finale au toucher des roues. Durant ce laps de temps, les systèmes d'un bombardier endommagé étaient soumis à des contraintes constantes. Les moteurs peinaient de maintenir leur puissance, le circuit hydraulique présentait des fuites de pression et les gouvernes agissaient lentement de manière erratique. L'approche par décrochage moteur coupe réduisait cette période de contrainte à environ 15 secondes. L'appareil était configuré pour atterrir plus tôt à une altitude plus élevée. L'approche proprement dite se déroulait dans des conditions extrêmes où même un appareil endommagé conservait une bonne réactivité. Puis, il y a un dernier moment, tout s'est produit simultanément. Coupure moteur, manche taille, décrochage contrôle, impact. L'atterrissage brutal, inacceptable en temps normal, c'est en réalité avéré bénéfique pour l'appareil endommagé. Le train d'atterrissage du bicept était conçu pour absorber des charges verticales jusqu'à 3 mètres. Un décrochage motocoupe à 6 mètres d'altitude a engendré une vitesse de descente d'environ 2,5 mètres. Brutal certes, mais conforme aux spécifications, et surtout l'impact violent et limite au rebond. Le bombardier a touché sur une surfoirier resté. 7e mai 1944. Le capitaine Robert Rosie Rosenthal, pilote du Centre-Groupe Bombardement, surnommé le Bloody Hunt, revient d'une mission sur Berlin. Son bicept, le Rosie's Riveters, a subi des dommages catastrophiques. Le moteur numéro 2 complètement détruit et les épices fumées. Le système hydraulique fut dangereusement. Le nœud du train d'atterrissage principal doit être criblé d'éclats de bourse. Rosenthal contacte par radio la base de la HAF de Woodbridge, tour de contrôle de Woodbridge. IC Lucky, 74. Urgence déclarée. Tentative d'atterrissage avec décrochage moteur coupe. À vous, Lucky 74 Woodbridge, piste de recette dégagée.
Équipé d'urgence en attente. Autorisation d'approche avec décrochage motocoupe. Rosenthal amorce l'atterrissage et 228 km sont copilotés. Le lieutenant Sam Turner annonce l'altitude. 50 pieds, 40, 30, 20 pieds. À 10 reprises, Rosenthal réduit les 4 manettes des gaz au ralenti et plaque le manche contre sa poitrine. Le bombardier décroche, piqué du nez et s'écrase sur la piste. Le nudroid déchiré explose complètement à l'impact, mais le train d'atterrissage tient bon. Le bombardier dévie légèrement à droite. Rosenthal corrige la trajectoire au palonnier. Il s'immobilise en roulant sur 200 pieds. Les 10 membres d'équipage s'en sortent indemnes. Rosenthal déclara plus tard, dans une interview d'après-guerre, les procédures standards nous auraient été fatales. Le système hydraulique lâchait si vite que, si nous avions atteint la piste avec une approche conventionnelle, nous n'aurions plus eu de moteur. Le décrochage moteur coupé nous a permis d'atterrir avant que tu ne lâches. Entre mars et avril 1944, la base de la RAF de Woodbridge a régi 27 atterrissages d'orange utilisant la technique du décrochage moteur coupe. Parmi ces atterrissages, 119 se sont soldés par des réussites, sans aucun décès parmi l'équipage, soit un taux de réussite de 94%. Les chiffres d'échecs sont survenus principalement lorsque les pilotes ont mal évalué les points de décrochage ou lorsque dommages structurels ont provoqué décrochages asymétriques, situations où aucune technique d'atterrissage n'aurait pu sauver l'appareil. Comparé aux 4 mois précédents où les accidents d'atterrissage d'urgence à Woodbridge avaient causé des morts ou des blessés parmi les équipages dans 23% des cas, l'amélioration était frappante. La technique de décrochage moteur coupe a réduit les pertes d'équipage lors des atterrissages d'urgence d'environ 60%. Le 12 mars 1944, le lieutenant William Ward Billot a mené un biceps si gravement endommagé que les chasseurs allemands ont cessé de l'attaquer. Le croyant voué s'écraser de lui-même. Toute la section avant est détruite. Le bombardier est mort. Les navigateurs y blessés. Deux moteurs sont hors service. La section arrière est criblée de tirs de canon. Le parvient à traverser la Manche. Il contacte RF Manston par radio pour obtenir l'autorisation d'effectuer une opération d'urgence. Il est informé de la technique de décrochage moteur coupé, mais ne l'a jamais utilisée. Il y a une première fois à Two, Marmonti. Il atterrit à 222 km. À 6 mètres d'altitude, il décrochait. Les bombardiers piquaient du nez. L'impact est si violent que l'équipement du compartiment radio se détache, mais le train d'atterrissage tient bon. L'appareil s'immobilise. 9 membres d'équipage survivants leur recevra plus tard la médaille d'honneur, non pas pour l'atterrissage, mais pour la mission elle-même. Pourtant, sa citation ne comportait qu'une seule phrase. L'atterrissage d'urgence habile du lieutenant lui a permis d'éviter d'autres pertes humaines parmi son équipage. Le point de vue allemand sur la résistance des bombardiers américains a été mis en lumière dans des rapports d'interrogatoire des pilotes de la Luftwaffe abattus et faits prisonniers. Hauptmann Klaus Weber, un pilote chasse vétéran de la J-2, a été abattu au-dessus de la France en juillet 1944. Lors de son interrogatoire, il a déclaré: « Nous savions qu'il fallait frapper les bombardiers américains durement dès le premier coup. S'ils parvenaient à regagner l'Angleterre, ils atterriraient sans encombre, qu'est-ce que sont les dégâts. Nous comprenions pas comment ils faisaient. Des bombardiers que nous pensions hors d'usage atterrissaient tout simplement. C'était démoralisant. » L'oberleutnant Heinz Konoka, un autre pilote expérimenté de la Luftwaffe, écrivait dans son journal en mai 1944 « Attaquer une formation de biceps, c'est comme essayer de séduire un porc qui pique un fer. Leur puissance de feu défensive est redoutable. Mais le pire, c'est de savoir que les bombardiers que nous endommageons, ceux que nous croyons avoir abattus, parviennent toujours à rentrer à leur base. Les Américains avaient appris une chose que nous ignorions. Survivre signifiait parfois enfreindre toutes les règles. Dès juin 1944, la technique s'était répandue au-delà des biceps. Les pilotes de B-24 Liberator constatant que la charge à l'air plus élevée du B-24 exigeait des paramètres légèrement différents. Une vitesse d'approche plus rapide et une réduction des gaz plus précoce. Les pilotes de P-47 Thunderbolt utilisèrent une version modifiée d'atterrissage avec un temps d'atterrissage endommagé. Seymour Bomber Command, d'abord sceptique,
autorisa les pilotes britanniques à utiliser des variantes de la technique avec des bombardiers Lancaster et Halifax endommagés. L'impact psychologique fut aussi important que l'impact statistique. Les équipages des bombardiers savaient que s'ils parvenaient à ramener leurs appareils endommagés Angleterre, plusieurs options s'offraient à eux. Ils n'étaient pas tenus d'effectuer des atterrissages parfaits avec des avions à peine contrôlables. Ils pouvaient en arriver à vive allure, provoquer un décrochage volontaire et s'écraser violemment. Sans que le train d'atterrissage tenait, ils s'en sortiraient indemnes. Entre mars 1944 et mai 1945, les trois principales pistes d'atterrissage d'urgence en Angleterre, Arras, Woodbridge, Manston et Carnaby, ont enregistré plus de 2400 atterrissages d'urgence de bombardiers Americans endommagés. Une analyse d'après-guerre menée par les historiens de l'armée Air Force estime qu'environ 40% de ces atterrissages avaient recours à la technique de décrochage moteur coupé des variantes. Si cette technique réduisait la mortalité des équipages de 60% dans les cas concernés, des calculs approximatifs suggèrent qu'elle a sauvé la vie de 500 à 800 aviateurs. 500 à 800 hommes qui seraient morts lors d'accidents à l'atterrissage avec les procédures conventionnelles ont survécu grâce à la méthode de bouée. 500 à 800 hommes sont entachés après la guerre. Cette histoire devient encore plus remarquable. Abonnez-vous pour découvrir les innovations oubliées de l'aviation américaine qui ont révolutionné la guerre. Si vous souhaitez soutenir ce type de recherche historique approfondie, cliquez sur j'aime. Cela permettra à YouTube de la partager avec d'autres passionnés d'histoire comme vous. Le capitaine Howard Bouy acheva son tour de service en juin 1944, effectuant sa 25 et dernière mission le 18 juin, en raid contre des raffineries de pétrole à Hambourg. De retour aux États-Unis, il passa le reste de la guerre comme instructeur sur des bases d'entraînement de biceps dans l'Idaho et le Kansas où il enseigna personnellement la technique de décrochage moteur coupe à des centaines de pilotes de relève. En mai 1944, il écoute la Distinguished Flying Cross. La citation soulignait la mise au point des procédures d'urgence novatrices qui sauvèrent de nombreuses vies à bord des avions. Elle ne mentionnait pas qu'il avait enfin la réglementation pour développer ces procédures. Ce n'était pas nécessaire. Le résultat parlait du même. Après 1945, il resta dans l'armée de l'air américaine avant de rejoindre la toute nouvelle force aérienne des États-Unis en 1947. Il prit sa retraite en 1963 avec le grade de lieutenant-colonel. Après 23 ans de service, il ne rechercha jamais la notoriété pour son innovation. Il n'écrivit jamais de livres, ne fit jamais d'apparition à la télévision et n'accorda jamais de longs entretiens. Interrogé à ce sujet vers la fin de sa vie, il répondit simplement « Je ne voulais plus voir d'amis mourir lors d'accidents à l'atterrissage. C'est tout. » Howard Bouy mourut en 1989 à l'âge de 71 ans. Il demeura largement inconnu en dehors de la communauté des vétérans du biceps qui attribuant à sa technique le mérite de leur avoir sauvé la vie. Lors des retrouvailles du 388 et groupe de bombardement en 1987, un ancien chef d'équipe du biceps nommé Thomas McKinley l'aborda. McKinley avait été en poste à la base aérienne de Woodbridge au sein de l'équipe sol d'intervention d'urgence. Il serra la main de Bédité. « Monsieur, je ne vous ai jamais rencontré pendant la guerre, mais je tiens à vous dire que je vous 47 bombardiers atterrirent grâce à votre technique. 47 appareils qui se serient écrasés avec les procédures standards. Cela représentait 470 hommes. Certains d'entre eux sont présents à CIS Retrouvailles. Grâce à vous, nous sommes entrés chez nous. » Fidèle à lui-même, se contenta d'acquiescer et dit « Je suis sûr que cela était utile. » L'influence de cette équipe qui s'étendit bien au-delà de la Seconde Guerre mondiale. La doctrine d'entraînement, d'après-guerre, intègre le concept selon lequel des situations différentes, exigeant des procédures différentes. L'adhésion rigide à des méthodes uniques cède à la place à des cadres plus flexibles. La formation au pilotage, tant militaire que civil, comme un cas à mettre l'accent sur le jugement, quand suivre les procédures standards et quand les circonstances exigent des alternatives. L'aviation moderne est toujours confrontée à la même question fondamentale à laquelle B avait répondu en 1944, quand les réglementations conclues pour des conditions normales deviennent dangereuses dans des conditions anormales.
La réponse codifiée dans les procédures d'urgence actuelles pour les aéronefs militaires et civils est que le jugement du pilote prime sur les procédures publiées lorsque les circonstances l'exigent. Le programme de la navette spatiale fut confronté à un défi similaire. Les procédures d'atterrissage standard prévoyant une approche mou et plus profonde, mais la navette était tournée planure sans moteur. Il n'avait qu'une seule chance d'atterrir. Les pilotes essaient mirant au point une approche abrupte rapide, apparemment dangereuse, mais qui leur offrait un contrôle maximal jusqu'au dernier moment. Le parallèle avec la technique des bois était évident. La base aérienne de Woodbridge a fermé ses portes en tant qu'installation militaire en 1993. La piste existait toujours et était désormais utilisée pour l'aviation civile légère. Une petite plaque près de l'ancienne tour de contrôle commémore les 4200 atterrissages d'urgence qui furent effectués pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle ne mentionne pas Bueno Maman. Elle ne décrit pas précisément la technique de décrochage moteur-coupe, mais les pilotes de biceps de trans qui visitent les cités s'en souviennent. Ils se souviennent d'avoir ramené bombardier un dommage à toute vitesse. Ils se souviennent d'avoir délibérément décroché 6 mètres au-dessus de la piste. Ils se souviennent de l'impact violent et du soulagement d'avoir survécu. Et ils se souviennent qu'un capitaine de 26 ans, sans qualifications particulières, a enfreint les règles pour leur sauver la vie. L'innovation militaire provient rarement des laboratoires ou des séances de planification stratégique, et les mains des opérateurs au bord du précipice qui reconnaissent que les méthodes actuelles les tuent et qui ont le courage d'essayer autre chose, différent. Le capitaine Howard Bowie n'avait ni diplôme supérieur ni accès à des souffleries. Il possédait l'observation, la logique et la volonté de risquer sa vie pour tester un Thierry. L'atterrissage en décrochage moto-coupe fonctionne non pas parce qu'il était élégant ou techniquement sophistiqué, mais parce que Bowie avait compris le véritable problème. Le véritable problème n'était pas de savoir comment poser un biceps en douceur, mais comment amener un avion en perdition au seul avant qui ne cesse complètement de voler. Les procédures conventionnelles étaient optimisées pour le mauvais scénario. Elles supposaient une autorité contrôle soutenue, des systèmes fonctionnels et du temps. Les bombardiers endommagés n'offraient rien de tout cela. Bowie a donc élaboré une procédure en fonction de ce que les bombardiers endommagés pouvaient encore faire. Voler vite, voler à droite pendant des courtes périodes et atterrir de manière contrôlée. Il y a une école plus large à tirer sur le savoir institutionnel et l'innovation. Les organisations développent des procédures basées sur l'expérience accumulée. Si les procédures fonctionnent parfaitement dans les conditions pour lesquelles elles ont été conçues. Mais lorsque les conditions changent, lorsque l'environnement devient plus hostile, lorsque le matériel tombe en panne de manière inédite et lorsque les enjeux s'aggravent, les anciennes procédures peuvent devenir mortelles. Les héros sont ceux qui les reconnaissent, qui comprennent que le plus dangereux est de savoir comment réagir face à l'inaction. In a crisis isn't breaking the rules. It's following rules that no longer apply. Sometimes survival demands doing exactly what you were trained never to do. And sometimes that's not recklessness. Sometimes that's the only rational choice.